Le lendemain de mon retour de l'hôpital, je suis resté dans ma cuisine pendant une dizaine de minutes à fixer la cuisinière. J'avais cuisiné sur une gazinière pendant 63 ans. Je n'y avais jamais pensé une seule fois. Mais ce matin-là, j'étais là, le bras en écharpe, à regarder une casserole que je ne pouvais pas soulever, et je me suis dit, je n'ai plus la moindre idée de comment vivre ici. Mon nom est Walt, j'ai 82 ans. Et ce que personne ne vous dit sur le fait de vivre seul après 60 ans, c'est qu'il ne s'agit pas vraiment de solitude. Il s'agit de tout ce que vous n'avez jamais pris la peine d'apprendre parce que quelqu'un d'autre s'en occupait toujours. Ou de ce que vous avez toujours supposé pouvoir gérer, jusqu'au jour où vous ne l'avez plus pu. Je veux vous parler de l'année où j'ai failli perdre la maison. Pas à cause de la banque, pas à cause d'une catastrophe naturelle, juste à cause de mon propre entêtement. Et parce que je ne savais pas ce dont j'avais réellement besoin par rapport à ce que je pensais avoir besoin. Ce sont deux listes très différentes. Je n'ai découvert à quel point elles l'étaient que lorsque cela a failli tout me coûter. Linda est morte un jeudi, fin octobre, il y a 8 ans maintenant. Les feuilles étaient encore dans les arbres, je m'en souviens très bien. Après les funérailles, après que les enfants sont retournés à leur propre vie, après que les voisins ont cessé d'apporter des plats cuisinés, et que les appels téléphoniques se sont espacés à 1 fois par semaine, puis moins, je me suis retrouvé seul dans cette maison pour la première fois en 46 ans de mariage. Je me disais que j'allais bien. Je l'ai dit à ma fille Rachel quand elle appelait. Je l'ai dit à Daniel. J'avais 74 ans. J'avais travaillé 40 ans dans l'industrie. J'avais tenu une famille à travers les licenciements, les années de vaches maigres et toutes les crises pratiques qu'un homme peut affronter. Une maison silencieuse n'allait pas m'abattre. Ce que je ne comprenais pas encore, c'est que je ne savais pas comment y vivre. Pas vraiment. Pas de la manière dont on doit le faire quand il n'y a plus personne. Pas de la manière où chaque système, pour la nourriture, pour la santé, pour l'aide, pour rester connecté au monde, doit être construit par vous, maintenu par vous, surveillé par vous. Parce que quand Linda était vivante, certaines de ces choses étaient son domaine, et je n'avais même jamais su qu'elles existaient jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent. La première chose qui me l'a appris, c'est le courrier. Ça semble dérisoire, je sais. Mais Linda gérait le courrier. Pas parce que je ne pouvais pas, mais parce qu'elle le faisait. Les factures, les papiers d'assurance, les avis de renouvellement, tout. Après son départ, j'ai supposé que je m'en occupais. Je les posais en pile sur la table de la cuisine. Ça, ce n'est pas s'en occuper, c'est créer une pile. Au bout de 3 mois, j'ai reçu un avis d'EDF qui était juste un cran avant la coupure. J'avais raté 2 mois de paiement sans le savoir. J'avais l'argent, j'avais le compte, je n'avais pas le système. C'est la première chose que j'ai comprise. J'avais besoin de système. Pas pour des choses que je ne savais pas faire, mais pour des choses qui avaient toujours été invisibles parce que quelqu'un d'autre les faisait en silence, sans que l'un ou l'autre n'en fasse une cérémonie. La première chose dont on ne peut pas se passer seul après 60 ans, c'est ce que j'appellerais un cerveau externe. Un endroit qui contient ce que votre esprit partageait autrefois avec une autre personne. J'ai commencé par un cahier. Rien de compliqué, un cahier à spirale, du genre qu'on trouve dans n'importe quelle papeterie ou bureau de tabac. Chaque matin, j'écris la date, quelle facture demande une attention, quel médicament j'ai pris, ce que je dois faire dans la semaine, ce que j'ai réellement mangé la veille, parce que quand on vit seul et que l'esprit est ailleurs, on peut arriver au dîner et ne plus se rappeler sincèrement si on a déjeuné. Ma plus jeune, Rachel, a vu le cahier lors d'une visite et m'a regardé comme si j'avais commencé à porter un chapeau en alu. « Papa, tu peux faire ça sur ton téléphone ?» Peut-être, mais le cahier est là quand il y a une panne de courant. Il n'a pas besoin de mot de passe, et je ne quitte jamais la table de la cuisine sans lui. Il m'a évité de payer 2 fois les mêmes factures, de rater des rendez-vous chez le médecin et de sombrer dans ce genre particulier de chaos domestique qui vous surprend quand vous vivez entièrement dans votre tête. Je vais être honnête, je me sentais ridicule au début. J'avais l'impression que c'était le signe d'un déclin. Mais les hommes en déclin sont ceux qui insistent sur le fait qu'ils n'en ont pas besoin. 6 mois après la mort de Linda, j'ai commencé à avoir du mal à dormir. Pas à cause du deuil, j'avais déjà connu ça et c'était différent.
C'était le genre de réveil à 4 heures du matin, à rester allongé dans une maison silencieuse en écoutant chaque bruit, en se demandant si ce clic venait de la chaudière, des tuyaux ou d'autre chose. J'avais toujours bien dormi. Linda se moquait de moi. Elle disait que je pouvais dormir pendant un orage. Mais le fait d'être seul dans la maison a changé la qualité du silence. Il avait un poids, désormais. J'ai essayé les choses évidentes. Arrêter le café après-midi, garder la chambre plus fraîche, se coucher plus tôt. Je me réveillais quand même à 4 heures, le cœur battant plus vite qu'il ne le devrait. Et je restais là, dans le noir, à faire l'inventaire de tout ce qui pourrait mal tourner. Il y a une chose à propos de la vie en solo à laquelle personne ne vous prépare vraiment. Quand vous êtes dans une maison avec une autre personne, votre système nerveux sait que quelqu'un est présent. Vous n'y pensez pas. Il le sait, c'est tout. Quand cette présence disparaît, une partie de votre corps est toujours un peu en alerte, toujours à l'écoute. Et à 4 heures du matin, dans une maison sombre sans aucun autre battement de cœur, cette alerte peut devenir quelque chose de proche de l'angoisse. La deuxième chose que j'ai fini par prendre, et j'ai attendu trop longtemps, c'est un appareil de téléassistance. J'ai résisté pendant presque 1 an. J'avais l'impression de capituler. Comme un truc qu'on prend quand on a renoncé à être une personne capable. Mon beau-frère en avait un, et je me souviens avoir pensé qu'il semblait diminuer par ça. Un petit homme portant un petit bouton autour du cou, attendant juste de tomber. Puis j'ai eu un vertige dans la salle de bain un matin. Rien de grave finalement. Un médicament pour la tension pris au mauvais moment, pas assez d'eau la veille. Mais je me suis retrouvé sur un genou sur le carrelage, et je suis resté là 1 minute à me dire, si ça avait été pire, quel était mon plan exactement? Mon téléphone était sur la table de nuit. La personne la plus proche était Thomas Laurent, le voisin, à qui je n'avais pas parlé depuis mardi. Ma fille était à 40 minutes et ne savait pas qu'elle devait prendre des nouvelles. J'ai commandé l'appareil l'après-midi même. C'est une montre. On appuie sur un bouton. Je n'ai jamais eu à m'en servir. Je m'en fiche. Je dors mieux maintenant que je ne l'ai fait depuis 2 ans. Et je suis convaincu que c'est parce qu'une partie silencieuse de mon cerveau sait que si quelque chose arrive, l'étape suivante est déjà gérée. Je n'ai pas à la trouver tout seul depuis le sol. C'est ridicule, mais le plus dur avec cette montre a été de comprendre comment la configurer. Les instructions ont été conçues, j'en suis certain, par quelqu'un qui n'a jamais rencontré un homme de 80 ans. 16 étapes. L'étape 4 parlait d'un code QR. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec l'étape 4. Finalement, Lucas, le fils de Thomas Laurent, est passé alors que j'étais assis sur le perron à fixer le truc, comme s'il m'avait insulté. Il n'a rien dit. Il a juste tendu la main. Il me l'a rendu 3 minutes plus tard, tout fonctionnait. 9 ans. Je ne l'ai pas remercié à voix haute, mais j'ai pris note. La troisième chose dont j'avais besoin, sans le savoir, c'était un dossier de crise. Pas un testament, je l'avais déjà. Pas des directives anticipées, je les avais aussi, quelque part. Je parle d'un dossier physique, gardé dans un endroit évident, qui dit à quiconque entre dans cette maison ce qu'il doit savoir si je ne peux pas lui dire moi-même. Mes médicaments, mes allergies, les noms et numéros de mes médecins, mes contacts d'urgence dans l'ordre de priorité, ce que je veux si je ne peux plus m'exprimer. J'avais eu une alerte de santé l'hiver précédent. Rien de grave au final, mais assez sérieux pour que les pompiers soient chez moi pendant 40 minutes et me posent 4 fois les mêmes questions parce que je ne m'en souvenais plus clairement. Ils me demandaient mon traitement pour la tension et je ne me rappelais plus du dosage. J'étais assis sur mon propre canapé, dans ma propre maison, et je ne parvenais pas à retrouver le nom d'une pilule que je prenais depuis 11 ans. Le dossier m'a pris un après-midi à préparer. Rouge vif, parce qu'il doit être trouvé rapidement. Scotché à l'intérieur de la porte du placard de l'entrée, qui est le premier endroit qu'on ouvre quand on arrive. À l'intérieur, une seule page. Tout ce dont on pourrait avoir besoin. Mise à jour 2 fois par an, que je pense que ce soit nécessaire ou non. Ce n'est pas morbide, c'est le contraire. Ça veut dire que la situation est gérée avant même d'être une crise.
La quatrième chose est la plus dure à admettre, et c'est celle pour laquelle j'ai mis le plus de temps à agir. 1 an après avoir commencé à vivre seul, je ne mangeais pas bien. Je le savais, mais je ne faisais rien. Le déjeuner, c'était des biscottes et ce qu'il y avait de plus simple. Le dîner, c'était souvent une boîte de conserve parce que l'idée de cuisiner un vrai repas pour une seule personne me semblait demander plus d'efforts que ça n'en valait la peine. J'avais toujours mangé ce qu'on me servait, sans jamais y prêter attention. Linda cuisinait. Je mangeais. C'était l'accord pendant 46 ans. Lors de mon bilan annuel, ma doctoresse s'est assise en face de moi avec un regard qui ne m'a pas plu et a dit que mes analyses n'allaient pas dans le bon sens. « Qu'est-ce que vous mangez ?» a-t-elle demandé. Je lui ai dit. Elle a noté quelques trucs et a dit très prudemment « Vous ne vous entretenez plus, Walt. » Je n'ai pas aimé entendre ça. Je n'ai pas aimé qu'elle ait raison. La 5e chose que j'ai fini par comprendre, c'est qu'une cuisine doit fonctionner pour la personne qui l'utilise réellement, pas pour une ancienne version de cette personne. J'ai réorganisé la mienne. Les marmites lourdes que je n'utilisais jamais sont parties à la cave. J'ai mis les choses que j'utilise tous les jours à hauteur de bras. J'ai acheté un ouvre-boîte électrique parce que ma poigne n'est plus ce qu'elle était et me battre avec un manuel à 7 heures du matin me rendait irritable pour la journée. J'ai pris une bonne planche à découper, un couteau bien aiguisé, vraiment aiguisé pour ne pas avoir à forcer, et j'ai recommencé à cuisiner. Des vrais repas, simples mais réels. Pas parce que quelqu'un regardait, juste parce que c'était important. J'ai aussi, et je sais que ça a l'air de rien, acheté du bon café, plus le paquet le moins cher du supermarché, du café que j'avais vraiment hâte de boire. Ça a l'air trivial, ça ne l'était pas. Il y a quelque chose dans le fait de se préparer quelque chose de qualité qui dit à votre cerveau que vous valez encore la peine qu'on s'occupe de vous. J'ai cherché pourquoi ça comptait autant. Je n'ai pas encore tout à fait trouvé, mais c'est le cas. La 6e chose dont j'avais besoin, c'est Thomas Laurent qui me l'a donnée. Pas intentionnellement. Il ne s'est pas assis avec moi pour m'expliquer. Je l'ai juste observé. Environ 18 mois après la mort de Linda, j'ai remarqué que je ne sortais plus beaucoup de la maison. J'avais des raisons. La météo. Des courses qui ne semblaient pas urgentes. La difficulté générale de se pousser dehors quand on n'a nulle part où aller. Je me disais que c'était juste la vieillesse, que c'était normal. Thomas part tous les matins à 7h15, à la même heure, quoi qu'il arrive. Je le sais parce que j'étais réveillé à 4h et que j'entendais sa camionnette. Le week-end, il emmène Lucas quelque part, au parc ou juste faire un tour. Le mouvement pour le mouvement, pas parce qu'il devait faire des courses. Ce que j'ai fini par comprendre, lentement, et sans que Thomas sache qu'il m'avait appris quoi que ce soit, c'est qu'il faut sortir de chez soi exprès, régulièrement, qu'on ait une raison ou non. La raison, c'est la sortie. Parce que les jours où on reste enfermé, ça va. Puis la semaine où on reste enfermé, ça va aussi. Et soudain, on est un homme qui ne sort plus, qui a oublié comment être entouré de gens, et le monde est devenu silencieusement plus petit, sans qu'on l'ait jamais décidé. J'ai commencé à marcher chaque matin. Rien de spectaculaire, 20 minutes autour du pâté de maison, un peu plus les bons jours. Je ne me chronomètre pas, je ne compte pas mes pas. Je sors juste et je bouge jusqu'à ce que ce soit suffisant, puis je rentre. Ça fait 3 ans. Ça n'a rien guéri, mais ça a empêché beaucoup de choses d'empirer. La 7e chose est une chose dont j'aurais ri il y a 10 ans, une routine matinale, spécifique, constante, presque cérémonielle. La même heure, la même séquence, chaque jour. Quand Linda était là, le matin avait une structure naturelle. Quelqu'un d'autre bougeait, le café était lancé par quelqu'un, le petit déjeuner était partagé, même si on ne parlait pas beaucoup. Le matin avait une forme. Après son départ, les matinées sont devenues informes. Je me réveillais et la journée était juste là, floue, s'étendant devant moi sans début clair. Certains matins, j'étais encore en robe de chambre à 10h à la table de la cuisine, non pas parce que ça n'allait pas, mais parce qu'il n'y avait aucune raison particulière d'être ailleurs. Ce que j'ai fini par construire, c'est ceci. Debout à 6h30.
Café à 7 heures moins le quart, dans le même mug, celui que j'ai depuis... Je ne saurais même pas dire depuis quand je l'ai. Je m'assois sur la terrasse pour le café, même en hiver, sauf si c'est vraiment dangereux dehors. Juste le café et la lumière du jour, quelle qu'elle soit. 15 minutes, peut-être 20. Ensuite, je bouge. C'est un détail. Le point n'est pas le café. Le point est qu'avoir un début à la journée signifie que la journée a commencé. C'est une encre. Les jours où je me sens le plus à la dérive. Les jours d'anniversaire, des jours où la maison est un peu trop calme, cette routine est là. Quelque chose de fiable pour commencer. Ça ne résout rien, ça empêche juste la matinée de se dissoudre. Il reste 3 choses, et elles sont liées d'une manière que je n'ai comprise que récemment. La 8e, c'est d'avoir au moins une personne qui sait qu'elle doit s'inquiéter si elle n'a pas de nouvelles. Pas un système formel, juste quelqu'un qui remarque. Mon voisin Thomas ne vérifie pas comment je vais, exactement. Ce n'est pas son genre. Mais si une semaine passait sans aucun contact, je pense qu'il dirait quelque chose. Ça suffit. Ma fille Rachel appelle le dimanche, ce qui veut dire que s'il arrivait quelque chose un samedi, elle le saurait le dimanche soir. Daniel vit assez près pour remarquer si je rate la messe 2 semaines de suite. Aucune de ces personnes ne me surveille, mais elle remarquerait si je disparaissais. C'est ce que je veux dire. Il faut avoir une présence dans la conscience régulière de quelqu'un d'autre. Pas comme un fardeau, pas comme un projet, juste comme quelqu'un qui compte assez pour qu'on remarque son absence. N'attendez pas que les gens organisent cela autour de vous. C'est quelque chose que vous devez être assez présent pour initier. La 9e chose est plus dure à expliquer. Vous avez besoin de vous soucier de quelque chose qui n'est pas vous-même. Vivre seul, il est facile de tout ramener à son propre entretien. Sa santé, sa maison, sa routine, tout cela est nécessaire, je ne le nie pas. Mais à un certain point, si tout ce que vous faites a pour but de vous maintenir en état de marche, vous commencez à vous sentir comme une machine qui n'existe que pour s'entretenir elle-même. Et ça devient lourd. Une lourdeur lente et silencieuse, difficile à nommer. Pour moi, c'est le potager. La moitié de la récolte va à la banque alimentaire ou au Resto du Cœur, 3 villes plus loin. Daniel l'emmène en voiture à l'automne. Je ne le fais pas parce que j'ai besoin des légumes. Je le fais parce que quelqu'un en a besoin. Et parce que les cultiver me donne quelque chose dont je dois me soucier au fil des saisons. En février, je pense à ce que je vais planter en mai. En juillet, je surveille ce qui sort. Le jardin se fiche que j'ai 82 ou 52 ans. Il a juste besoin d'être soigné. Et j'ai besoin de soigner quelque chose. Ça n'a pas besoin d'être un jardin. Je connais des hommes qui font de la menuiserie, du bénévolat, ou qui enseignent ce qu'ils savent. La forme n'importe pas. Ce qui compte, c'est que quelque chose à l'extérieur de vous dépende de votre présence continue. C'est différent d'un animal de compagnie, même si un animal peut faire ça aussi. C'est le sentiment que le monde est un tout petit peu mieux organisé parce que vous êtes là. C'est de ça que je parle. La 10e chose est celle que je ne fais toujours pas bien. Celle sur laquelle je travaille encore à 82 ans. Demander de l'aide avant que ça ne devienne une crise. Je ne suis pas doué pour ça. Je viens d'une longue lignée d'hommes qui n'étaient pas doués pour ça. Pour mon père, demander de l'aide, c'était vous dire que c'était fait alors que ça ne l'était pas encore. Son propre père avait probablement une liste encore plus courte de situations où il était acceptable de demander. Ça se transmet. On n'apprend pas l'alternative à moins que quelqu'un ne vous la montre, et personne ne me l'a montré. Ce que je sais maintenant, c'est qu'il y a une fenêtre. Pour chaque problème, chaque chose qui lâche, chaque situation qui dérape, il y a une fenêtre où demander de l'aide est facile, peu coûteux et sans douleur. Et puis la fenêtre se ferme. Et là, on se retrouve dans une conversation totalement différente. Celle où les décisions sont prises pour vous parce que les choses sont allées trop loin pour que quiconque puisse prétendre que vous gérez encore. Le printemps dernier, il y avait une fuite sous l'évier. Je le savais depuis 2 semaines avant de dire quoi que ce soit. J'allais m'en occuper moi-même. Je ne pouvais pas m'en occuper. Mes genoux ne sont plus ce qu'ils étaient et ramper là-dessous et se relever est un calvaire. Le temps que je demande à Daniel de venir voir, le fond du meuble avait gondolé.
On a dû appeler un plombier et ce qui aurait été une réparation à 40 € s'est transformé en 300 € et 2 jours sans cuisine. C'est un petit exemple. Ils ne sont pas tous petits. Mais le schéma est le même à chaque fois. J'attends. Les choses empirent. Le coût augmente et mes options diminuent. J'essaie de demander plus tôt maintenant. Quand je remarque que quelque chose cloche dans la maison, quand je sens que quelque chose ne va pas dans mon corps, quand je réalise que je ne suis pas sorti depuis 4 jours, avant que ça ne devienne une crise, tant que j'ai encore le choix. Ça ne vous rend pas plus faible. Je dois me le rappeler sans cesse. Demander tant qu'on a des options, c'est ainsi qu'on garde ces options. C'est la demande qui fait l'indépendance. C'est le silence qui y met fin. 8 ans de vie seule maintenant. Toujours dans cette maison. La même maison où j'ai élevé 5 enfants, où Linda s'occupait de ses roses le long de la clôture. Je les plante encore, même si les miennes n'ont pas la même allure. Le même quartier, même si les voisins ont changé. Thomas Laurent à côté. Lucas qui n'est plus à l'âge où il passait juste voir ce que je fabriquais. Il devient un vrai petit homme, intéressé par des choses que je ne comprends pas toujours. C'est comme ça. Je suis reconnaissant pour ces 8 années, même les plus dures. Même l'année où j'ai appris tout ça de la mauvaise manière, par l'échec plutôt que par la sagesse. J'aurais préféré que quelqu'un me prévienne avant. C'est pour ça que je vous le dis aujourd'hui. Reconnaissant pour le cahier qui retient ce que mon esprit partageait autrefois. Pour le dossier dans le placard de l'entrée qui parle pour moi quand je ne peux pas. Pour la marche chaque matin, même quand il fait froid, peut-être surtout quand il fait froid. Pour le café qui est meilleur qu'il ne devrait l'être. Pour le potager qui attend que je revienne en février pour prévoir quelque chose qui mérite de pousser. Pour la camionnette de Thomas qui démarre à 7h15 chaque matin. Pour le fait qu'il y ait quelqu'un à côté. Pour le silence qui n'est plus aussi lourd qu'avant. Merci d'être resté avec moi pour écouter ça. Si une partie de tout ça vous a été utile, cela me suffit. Je serai là si vous voulez revenir. Même perron, même mug, et encore quelques mots à dire. Prenez soin de vous, quoi que cela veuille dire pour vous.